Bien, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. L'impression que j'ai, c'est que le débat alentour de la fiscalité, à la fois des particuliers puis des entreprises, est un débat qui est extrêmement émotif. Puis souvent, on va se perdre un petit peu dans ce qu'on pourrait déterminer comme un petit peu comme des mythes. J'aimerais débuter avec un petit vidéo qui a été produit par l'Institut Fraser. Malheureusement, le vidéo il est en anglais. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont de la difficulté à suivre, je vais faire peut-être un petit résumé par la suite. Welcome to my world. I work hard for my money. You can't escape. Taxes come in many forms. There is a day where this ends. Till then, every dollar you earn goes to taxes. This day onward, your money is yours. Happy Tax Freedom Day. Pour de vrai, c'est une vidéo que j'ai vraiment aimé, même s'il représente à peu près tout ce que j'aime pas sur l'analyse des impôts. Mais il est très beau visuellement, puis il représente beaucoup d'éléments qui sont très, je dirais, un petit peu caricatural dans l'analyse qu'on a de l'impôt. Presque, ça va être un petit peu fort, qu'est-ce que je vais dire, mais il y a comme une genre de constante, puis on dirait quasiment que c'est dans la nature humaine où on paye tout le temps trop d'impôts. J'ai tendance, quand je voyage, puis que je vais prendre une bière dans un pub, de me mettre à parler d'impôts avec les gens. Et à peu près tout le monde, à peu près que j'ai rencontré, considère qu'ils payent trop d'impôts. Et on l'entend souvent au Québec aussi, en particulier au niveau des particuliers. Fait que ce que j'aimerais vous présenter, c'est sûr que ça va être teinté un petit peu de mes positions, mais avant, j'ai l'impression que pour faire un bon débat, on a peut-être besoin de déconstruire certains mythes et d'avoir peut-être certaines informations, puis après ça, rebondir sur ces informations-là qui sont, disons, un petit peu plus factuelles et un petit peu plus chiffrées. Donc, ce que je vais faire principalement dans la présentation, ça va être de vous présenter certains chiffres. Dans la première portion, j'aimerais vous présenter tout le rapport à l'imposition qu'on a en tant que particulier au Québec face à d'autres pays. J'aimerais aussi vous présenter les différentes, pas nécessairement toutes les différentes formes de taxes et d'imposition, parce qu'on en a plusieurs, mais essayer d'exposer très rapidement la distinction qu'on pourrait avoir entre une taxe progressive et une taxe régressive, pour ensuite voir de quelle manière l'impôt a évolué dans les dernières années au niveau des particuliers, puis l'impact que ça a eu sur les inégalités au Québec. Et dans la dernière partie, pour revenir aux entreprises, essayer de voir, on entend beaucoup parler de la dimension de la compétitivité internationale au niveau des entreprises. J'aimerais vous présenter un petit peu quelle est la position de l'imposition au Québec pour nos entreprises. Il y a quelques années, avec mon collègue Simon Tremblay-Pepin, on a regardé différentes familles types de revenus, avec enfants, sans enfants, pour essayer de voir où se positionnait le Québec par rapport à différents pays de l'OCDE. Donc, je vais vous présenter certains de ces éléments-là, puis ce qu'on va se rendre compte, c'est que même si on pense qu'on est les plus imposés dans le monde, on est vraiment loin de ça. Et soit dit en passant, ici, ce qui est pris donc dans une dimension très, un petit peu plus méthodologique, ce qu'on vous présente, c'est simplement l'impôt sur le revenu, mais à la fois provincial et fédéral, puisque c'est l'ensemble. On n'a pas mis les taxes qui sont dedans. Ça jouerait un peu, mais on va revenir aux dimensions des taxes, parce que souvent, le débat, surtout présentement, on essaie de s'en aller un petit peu plus vers les taxes plutôt que l'impôt, sous justification qu'on serait trop imposé ici, puis qu'il y aurait beaucoup plus d'espace au niveau des taxes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... ici, ce qu'on vous présente, c'est un célibataire gagnant 67 du revenu moyen. Donc, le revenu moyen est à peu près à 45 000 pour le Québec, mais évidemment, les revenus moyens changent d'une place à l'autre. Donc, à la place de prendre simplement
un montant, tout le monde gagne 50 000. 50 000 gagnés ici n'est pas la même chose que 50 000 gagnés aux États-Unis, etc. Donc, on a pris les salaires moyens de chacun des pays. Bon, et le Québec, la province, on n'est pas encore un pays. Donc, ce qu'on remarque, pour quelqu'un qui gagne 67 du salaire moyen puis qui est célibataire, il est mieux d'être au Québec qu'à peu près n'importe où, sauf en Australie. Dans le fond, ce qu'on vous présente ici, c'est ce qu'on appelle des taux effectifs, c'est-à-dire que les personnes gagnant le 67 du revenu moyen vont payer au Québec, c'est 17 de son revenu en impôts. Fait que c'est ce qu'on a ici. C'est le pourcentage de son revenu brut qui est payé en impôts. Donc, si on regarde pour un célibataire qui gagnerait 167 du salaire moyen, là, on voit que ça descend beaucoup plus. Donc, on se retrouve en arrière du Royaume-Uni, en arrière des États-Unis. Et souvent, quand on va faire référence à « on paye trop d'impôts », c'est qu'on va regarder justement les célibataires qui sont un petit peu plus riches. Maintenant, si on regarde les cas des familles, ici, ce sont des familles avec 2 enfants qui gagnent à peu près presque 75 000 soit dit en passant, le salaire moyen pour un couple qui est en bas de 60 000 au Québec. Fait qu'on est quand même au-dessus. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se retrouve 3e. Ils vont payer environ 18 de leur revenu en impôts. Et qu'est-ce qu'on fait pour les familles monoparentales avec enfants qui sont plus pauvres? Ce qu'on se rend compte, c'est que, contrairement... En fait, c'est la meilleure place au monde, en tout cas, sur les pays qu'on a analysés. Les personnes vont recevoir de l'argent de l'impôt plutôt que d'en payer. C'est pour les familles monoparentales qui gagneraient à peu près 30 000 par année. Donc, c'est dû en grande partie à ce qu'on va appeler les revenus, les crédits d'impôt qui sont remboursables. Fait, ce qu'on voit ici, c'est que tout le monde ne paye pas la même chose d'impôt et ce n'est pas simplement dû à une question de salaire. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits au Québec de donner un coup de main beaucoup plus grand aux familles, aux personnes qui étaient plus démunies. Donc, la fiscalité n'est pas juste une question de chiffres, et aussi une question politique, et aussi une question de choix politique. Il y a une dimension très complexe à l'intérieur de la fiscalité des particuliers, puis il y a plein d'outils qui peuvent servir, par exemple le crédit d'impôt pour solidarité, qui peuvent aider pour les plus démunis. Donc, de simplement regarder globalement combien d'impôts, comme ça a été fait, là, tout le monde, la moyenne des impôts est à 46 qui a été fait dans la vidéo, bien, ça ne démontre pas la réalité des choix politiques, puis ça ne démontre pas la réalité d'une majorité des personnes non plus. D'après nos calculs, c'est à peu près la moitié de la population du Québec qui paierait moins d'impôts qui se retrouverait dans 2e ou 3e position. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Si on regarde juste pour les dernières années, donc c'était pour de 2009 à 2011, parce que malheureusement, les données n'étaient pas disponibles quand on avait produit cette diapo-là l'année dernière. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu des croissances de revenus super importantes après impôt pour les plus riches. Tandis que ça reste relativement stable pour les autres. Donc, on commence déjà à avoir un certain favoritisme, est peut-être un petit peu fort, mais disons qu'il y a eu des choix politiques qui ont fait en sorte qu'on a essayé, les choix politiques fiscaux qui ont été créés, ont augmenté les revenus des plus riches, également ceux des plus pauvres, comme on vient de voir, mais pour un 90 restant, on voit une certaine stagnation au niveau des revenus. Et pourquoi? Je vous disais que ça ne date pas d'hier, les baisses d'impôts. Ce qu'on voit, c'est que depuis à peu près les années 2000, il y a des baisses d'impôts super importantes en termes de taux effectif d'à peu près tout le monde. Ce qui se voit à peu près partout. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'on a fait un transfert vers ce qu'on appelle les taxes à la consommation. Et c'est présentement qu'est-ce qui est dans les cartons du ministre Létard, puis également qui sort de la commission Godbout. Ce qui est dit globalement, c'est qu'il faut baisser les impôts et augmenter les taxes.
En fait, ce qui arrive, c'est que quand on regarde, ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus riches vont payer une part de leurs revenus plus importante que les personnes qui sont plus pauvres. C'est ce qu'on va appeler un impôt qui est progressif. Donc, on demande un effort fiscal plus important par l'entremise d'un impôt sur le revenu aux personnes les plus riches, puis on en demande moins aux personnes les plus pauvres. Quand on parle de régressivité, c'est-à-dire qu'on demande un effort fiscal plus grand en termes de revenus, donc en termes de taux effectif, aux personnes qui sont les plus pauvres, et on en demande moins aux personnes aux plus riches. C'est ce qu'on remarque ici quand on regarde le taux effectif des taxes, c'est-à-dire que le pourcentage du revenu qui est consacré aux taxes par... Là, ici, ce qu'on vous présente, ce sont des quintiles. Un quintile, globalement, c'est quand on met la personne la plus pauvre avec la personne la plus riche, toutes côte à côte, de manière croissante, et qu'on divise en 5 parties égales la population. Donc, c'est selon les 20 les plus riches, les 20 les plus riches, les 20 les plus pauvres. Puis après ça, bon, ce qu'on pourrait appeler la classe médiane, que je préfère à la classe moyenne. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on va demander un effort fiscal beaucoup plus important par l'entremise des taxes et éventuellement ce qu'on va appeler le tax shift. C'est le terme qui est même utilisé, mais je n'ai pas réussi à trouver le bon terme en français, risque de créer encore plus d'inégalités. C'est ce qu'on remarque encore de manière plus prégnante dans ce graphique-là, c'est que je vous parlais des revenus du 90 %, qui est la ligne bleue en bas, après impôt, qui reste stable, et comment que les revenus augmentent après impôt pour les personnes les plus riches, puis on part de 1982. Donc, ce n'est pas simplement le dernier gouvernement libéral, ce n'est pas juste Charest juste avant, ça part de dire très, très, très longtemps. On offre des baisses d'impôts et on ne va pas chercher nécessairement les différentes, disons, l'équité qui pourrait exister au niveau du maintien d'un certain taux effectif. C'est le même tableau, simplement un petit peu plus détaillé. Puis ce qu'on remarque, c'est que c'est le 1 % qui s'enrichit le plus comparativement aux 5 % les plus riches et aux 10 % les plus riches. Donc, c'est vraiment le 1 % qui est le plus épargné. Ensuite, en ce qui concerne les entreprises, tout comme pour les particuliers, on a l'impression, puis on l'entend aussi, que le Québec imposerait de manière démesurer les entreprises et créerait de cette manière-là une disparité au niveau de la compétitivité internationale de nos entreprises, ou même régionale. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de voir si on additionnait les différents... on est encore en taux effectif et non pas en taux marginaux. On pourrait revenir un petit peu sur cette dimension-là tantôt, mais c'est quand même assez technique. Donc, je vais rester avec la dimension du taux effectif. Donc, c'est le pourcentage qui est payé par les entreprises sur leur profit. Parce qu'aux États-Unis, ils fonctionnent un petit peu différemment, donc il a fallu faire quelques ajustements. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est que, oui, on impose un petit peu plus qu'en Ontario. On impose moins, par exemple, que dans les maritimes. Et on impose beaucoup plus qu'en Alberta, mais en Alberta, il y a vraiment un cas particulier qui est vraiment particulier à l'Amérique du Nord. Donc, ce qu'on voit, c'est que, là, vous voyez que c'est société manufacturière parce que les États-Unis n'imposent pas de même manière les différentes entreprises. Ils ont différents barèmes dépendamment du type d'entreprise. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des États dans lesquels une entreprise avait le plus de chances de déménager parce que les sociétés manufacturières sont très importantes et il y a un bassin de travailleurs importants dans ces régions-là. Puis ce qu'on remarque, c'est que si on regarde juste le taux d'imposition, on est mieux de rester au Québec pour les entreprises. S'ils vont vraiment avec une logique rationnelle de base, basée simplement sur ça. Évidemment, il y a d'autres facteurs, puis on pourrait y revenir. Mais souvent, les autres facteurs, en fait, avantagent le Québec en grande partie parce que tous les services sociaux qui sont offerts ne viennent pas à la charge directement des entreprises, même si l'entreprise puis les individus tendent à séparer un petit peu, par exemple, l'assurance chômage, l'assurance parentale. Donc, il y a ces éléments-là, mais aux États-Unis, il n'y a pas cet élément-là. Puis souvent, les coûts, par exemple, associés à l'assurance maladie vont être très, très, très élevés pour un entrepreneur également et pour les individus. Et on a fait la même chose pour le multimédia au Québec, mais même à Montréal, on commence à avoir
pardon. On commence à avoir une industrie du jeu vidéo très, très, très importante, du multimédia très important. Et on a fait la même chose. On a pris des États qui étaient très importants. C'est pas pour rien qu'on a des trucs comme Warner qui est à Montréal. C'est pas simplement dû aux subventions, c'est dû aussi au taux d'imposition. Et là, je ne parle même pas non plus des taux d'imposition qui sont super avantageux pour les actionnaires. En grande partie, je ne sais pas si vous avez vu quand il y avait eu la saga Tim Horton qui voulait se faire acheter par c'était Burger King, puis Burger King voulait déménager ici. Moi, la première question, je me suis dit, bien, pourquoi? Ils payent tellement d'impôts. Puis en cherchant un peu, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas simplement les taux d'imposition, mais il y a aussi le fait que le Canada est un des endroits dans le monde qui a le plus de pacte fiscal. Là, on vient d'entendre parler du pacte d'ouverture avec au niveau Pacifique, mais on a aussi des pactes fiscaux. Et le Canada est un des plus avantageux si jamais, comme Burger King ou Tim Hortons, tu as des succursales un peu partout puis tu fais transiger l'argent par le Canada, tu ne payes pas d'impôt parce que le Canada dit que tu as déjà payé de l'impôt. Donc, il y a cet élément-là aussi qu'on ne voit pas là. C'est pour ça que les États-Unis ont beaucoup de problèmes avec leurs entreprises et avec leurs sièges sociaux qui s'en vont à l'extérieur puis qui viennent au Canada, ou en Irlande. C'est justement dû à ces pactes fiscaux-là. 5 minutes, Francis? Oui. Ensuite, on ne parle pas juste d'imposer le profit, on peut aussi imposer l'investissement. C'est souvent un des enjeux qui revient souvent dans les débats publics, c'est de dire qu'il faut dégager de l'argent pour les entreprises pour qu'ils puissent réinvestir. Et ce qu'on remarque, c'est que le Québec se positionne quand même assez bien, disons même dans le bas de la pyramide, en ce qui concerne l'impôt sur l'investissement. Il pourrait être plus, il pourrait être moins, mais si on se compare aux autres, on se retrouve vraiment en bas, on est en bas de la France, de l'Allemagne, le Royaume-Uni, même du Canada, si on exclut le Québec. Bon, c'est sûr qu'il reste la Belgique, le Danemark, mais bon, disons qu'on se retrouve de manière... Toute la dimension de la compétitivité fiscale sur l'investissement, le Québec est compétitif à cet effet-là. Le fait qu'on n'ait pas d'investissement est dû à probablement d'autres raisons. C'est ce que Éric Pinault avait décrit comme en étant la surépargne. Éric Pinault, qui est professeur de sociologie à l'UQAM et économiste également. En fait, ce qu'il a calculé, c'est de voir l'argent dormant. C'est-à-dire que présentement, les grosses compagnies ont beaucoup d'argent dans leur coffre, qui équivaut à peu près au tiers du PIB, tant au Québec qu'au Canada. Et cet argent-là, elle n'est pas réinvestie, elle n'est pas donnée en dividendes. Les personnes font juste attendre d'avoir de bonnes occasions d'investissement. Puis là, pendant ce temps-là, le gouvernement dit « Oui, mais là, on va leur donner encore plus d'argent pour qu'ils investissent. » Donc, il y a peut-être quelque chose là de pernicieux parce que les compagnies s'assoient sur des masses d'argent qui pourraient servir à d'autres choses. Puis en plus, l'impôt, peut-être qu'on va peut-être un petit peu plus loin à ce niveau-là, mais au niveau des subventions des entreprises, au Québec, on est les champions de la subvention des entreprises et c'est probablement un des endroits où la droite et la gauche se rejoignent. L'Institut Fraser, l'Institut économique de Montréal considère que la subvention aux entreprises est un peu comme de l'assistance sociale, si on veut, pour les entreprises. Ça ne leur permet pas de faire de l'investissement. Donc, et le Québec est vraiment, au Canada, de beaucoup, celui qui donne le plus de subventions aux entreprises, que ce soit sous la forme d'argent. Là, ici, on met à la fois les subventions qui peuvent être redevables ou non. Là, des fois, il y a des conditions, donc on a tout mis ensemble. Mais ce qu'on remarque, c'est que le Québec, même par habitant, globalement, donne beaucoup, beaucoup d'argent directement aux entreprises qui ne sont pas sous forme fiscale, mais qui va avoir de l'impact sur les revenus de l'État. Et aussi, selon certains, va avoir de l'impact aussi sur le réinvestissement dans le rapport au marché. Donc, pour conclure très rapidement, ce que je vous ai présenté, bon, évidemment, comme je vous disais, c'est teinté de ma position, de la position qu'on partage beaucoup à l'IRIS, que
tout le rapport à l'impôt et le rapport aux l'imposition des entreprises, l'imposition des particuliers n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit. On a baissé beaucoup les impôts. Il y a une marge de manœuvre qui existe si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi, à la fois pour les entreprises, à la fois pour les particuliers. Ce qu'on remarque aussi, c'est que présentement, l'impôt est utilisé pour enrichir les plus riches et diminuer les revenus des plus pauvres. Donc, toute la logique de redistribution de l'impôt, il y a un certain problème là-dessus. Et plus globalement aussi, si on regardait de manière toute la complexité de l'impôt qui existe entre une personne qui travaille et une personne qui a des revenus de capital avec le même montant, on crée même des disparités à l'intérieur des personnes qui ont des revenus similaires. Donc, il y aurait même un ménage aussi qu'on pourrait pousser beaucoup plus loin à l'intérieur de tous les crédits d'impôt, les déductions. Puis là, on rentre un petit peu plus dans la complexité de la fiscalité, mais on crée à la fois des disparités inter-revenus, inter-classes de revenus, puis intra-classes de revenus, même si on a une marge de manœuvre de la redistribution. Puis présentement, plutôt que d'augmenter les revenus de l'État, on va diminuer les dépenses et globalement ce qu'on va appeler l'austérité qu'on est en train de vivre présentement. Merci, Francis.